Bonsoir et bienvenue à tous. Je me présente, je suis Chantal Cabé, rédactrice en chef des hors-séries La Vie de Monde. Voilà, à l'occasion de la parution de notre hors-série Les secrets de la Maison-Blanche, et alors que le 47e président des États-Unis vient d'être réélu en la personne de Donald Trump, nous avons souhaité revenir sur ce lieu mythique et stratégique de la planète qu'est la Maison-Blanche. Au fil de l'histoire américaine, des guerres y ont été déclenchées. Le destin de millions de personnes ont été bouleversés. C'est bien là que, bien souvent, l'histoire s'est écrite, l'histoire mondiale. Pourtant, c'est aussi un lieu très secret. Présents avec nous ce soir, les auteurs de ces récits nous révèlent la face cachée de la puissance américaine à travers leur président. Des récits qui éclairent d'une manière inédite des moments clés de l'histoire. L'écriture est vivante, documentée, incarnée, ce qui rend sa lecture vraiment captivante. Tel un thriller, on n'a pas envie de lâcher ce numéro. La richesse des photos aussi, jamais anodine, et souvent peu connue ou étonnante, rajoute à l'intérêt de ce numéro. Nicole Bacharan et Dominique Simonet sont nos invités ce soir et je les en remercie vivement. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nicole Bacharan, vous êtes historienne et politologue, spécialiste des États-Unis. Vous intervenez fréquemment à la télévision, à la radio et dans la presse en France et aux États-Unis. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, la plus résistante de toutes, au Point Édition. Dominique Simonet, vous êtes écrivain, journaliste, essayiste. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'essais et de romans, dont plusieurs sur les États-Unis. Votre dernier roman est paru aux éditions Pocket, Le Monde en général et Nous en particulier. Au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, je vous propose tout d'abord que nous ayons un échange sous forme d'entretien, tous les trois, sur une petite heure, où vous reviendrez sur ce hors-série qui est actuellement en vente chez le marchand de journaux et sur la boutique en ligne La Vie. Puis, dans la dernière demi-heure, nous laisserons la place aux questions des internautes. Vous pourrez alors nous écrire, vous, internautes, pour poser toutes les questions que vous voulez, qui vous taraudent auprès de nos invités. Voilà, donc nous allons commencer et avant d'aborder des points d'histoire, peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur cette actualité forte de l'élection américaine et l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, Nicole Bacharan, pourquoi les Américains viennent-ils de mettre Donald Trump à la Maison-Blanche ? Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que la campagne des démocrates n'a pas été à la hauteur ? Quand on perd une élection, on en est toujours responsable. Et il n'y a aucun doute. Alors évidemment, si Kamala Harris avait gagné, on pourrait analyser ensemble tous les points forts de sa campagne, parce qu'il y a eu des points forts. Mais elle a perdu, et elle a perdu clairement. Elle a perdu tous les États clés. Vous savez, ces fameux swing states qui parfois votent républicain, parfois votent démocrate. Et en fait, elle a perdu des points dans tous les groupes de population que l'on étudie à chaque élection. Et le résultat est quand même étonnant dans le caractère négatif. C'est-à-dire qu'en 2020, les Américains avaient beaucoup voté. On avait Trump contre Biden. Biden avait gagné avec 81 millions de voix. Donald Trump, 74. Cette année, on n'a pas tout à fait encore les derniers comptes. Vous savez que les méthodes de compte sont compliquées et le pays est grand. Mais Donald Trump a fait le même score, en fait, qu'en 2020, 74 millions. Et Kamala Harris, 70 millions. C'est-à-dire 11 millions de moins que Joe Biden. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Trop d'abstention, en tout cas, du camp démocrate ou proche des démocrates, et la défection d'un petit pourcentage, mais néanmoins accumulé, qui a abouti à cette défaite,
chez les jeunes, même chez les femmes, chez les Noirs, chez les Latinos, chez les Asiatiques, chez les non-diplômés, chez les diplômés. Il n'y a pas un groupe où elle n'a pas perdu des points. Donc, à l'évidence, sa campagne a souffert d'abord du départ tardif de Joe Biden. La Maison-Blanche a quand même dissimulé, plus ou moins, on va parler de la Maison-Blanche, pendant à peu près 2 ans que la santé de Joe Biden se dégradait. Il est parti très tard. Kamala Harris était encore peu connue du grand public. Elle a eu 16 semaines. Et c'est vrai que sa campagne a très bien démarré au début. Et puis finalement, on s'est aperçu que son message n'était pas très clair, qu'elle variait pas mal sur les questions économiques. Et puis au fond, une campagne normale, si j'ose dire, ça dure 2 ans entre les primaires et la campagne finale. Et pendant ces 2 ans, on voit les candidats confrontés aux jours de triomphe, aux jours d'échec, à de nombreux débats, à des crises. Et on apprend en tant qu'électeur à ressentir un peu ce que sont ces candidats. On n'a pas eu ça avec Kamala Harris. C'était trop court, un seul débat. Et malgré tout, pendant les 16 semaines de campagne, on a ressenti que... Qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le ventre, si j'ose dire, cette femme-là? Est-ce qu'elle serait prête en cas de crise? Et malheureusement, et moi je dis avec regret, parce que je pense que le retour de Donald Trump n'est pas une bonne chose, mais le soir de la défaite démocrate, il y avait naturellement un grand meeting prévu qui... espérait-il serait une célébration, mais bon, qui s'est révélé être la réunion de la défaite. Et en fait, ce qu'on a vu, les images sont terribles. On a vu les militants, les amis, les volontaires qui sont partis petit à petit dans le noir parce qu'on leur a dit que Kamala Harris ne viendra pas vous parler. Et donc, on a vu ce lieu avec un grand écran où était inscrit Harris et puis des chaises vides, des rangs et des rangs de chaises vides. Et elle n'est pas venue. Et j'ai pensé à la défaite, car c'en était une, de Hillary Clinton en 2016, où elle avait quand même gagné, vous savez, le fameux vote populaire. Elle a 3 millions de voix de plus parmi les citoyens, mais elle a perdu. C'était une élection néanmoins légitime. Eh bien, elle est venue. Elle est venue à ce meeting douloureux. Elle a serré les dents, elle a remercié tout le monde, elle a consolé comme elle le pouvait. Elle a dit, c'est pas la dernière bataille, on reviendra, il faut pas vous décourager. Elle a appelé Donald Trump, elle l'a félicité. Et ce soir-là, on a tous pu le dire, c'est une femme d'État, en tout cas. C'est affreux, une défaite de cette ampleur, affreux. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et Kamala Harris n'en était pas capable, et ça n'était pas une femme d'État. Et je peux vous dire, sans être Madame Soleil, que sa carrière politique est terminée. Ça s'arrête là. Elle a pas encaissé ce moment affreux. Voilà. Et encore une fois, moi, je n'aurais pas pu le faire, mais je n'ai jamais prétendu à ce poste. Et c'était pas... Voilà, elle n'était pas à la hauteur. Et je pense qu'il y a eu ce doute persistant qui est une des explications de la défaite. Maintenant, on peut peut-être regarder le côté victoire de Trump, car c'est une victoire. Oui, c'est ça. Tout à fait les Américains ont recherché l'homme fort, en fait. Oui, on avait une bête de scène, une bête politique absolument incroyable. C'est vraiment un phénomène qui a labouré son terrain du début jusqu'à la fin, et son terrain étant toujours à droite, à l'extrême droite même. Et on a vu cette escalade verbale de violence, de misogynie, de xénophobie, de racisme, qui en fait a continué à tracer ce même sillon, et qui lui a réussi, parce qu'il a en fait à chaque fois ramassé un peu des gens à droite, de la droite, plutôt que d'aller chercher au centre, comme d'habitude on dit, les campagnes maintenant il faut aller un peu... Pas du tout. Lui, il a essayé d'agréger les colères, les ressentiments d'un certain nombre d'Américains. Je pense qu'il a aussi saisi une vraie réalité, parce que c'est trop facile de dire que les Américains se sont trompés en votant Trump. Non, il y a une réalité, il y a une grande partie de l'Amérique qui est fatiguée de la démocratie, sans doute, qui pense que ça marche pas très bien, que Washington est trop loin, que les décisions se prennent sans eux, pire même qu'on les humilie.
qui se considèrent comme oubliés. Bon, c'est un peu notamment dans tous ces États du Nord, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, où il y a un effet, un choc de la désindustrialisation. Ce sont des gens qui sont un peu ballottés dans la grande machine de la mondialisation et qui ont des difficultés réelles à vivre ou à mener une famille. Et ils se sont vraiment sentis oubliés par les démocrates. Et c'est quelque chose moi, qui me fascine, parce que ce n'est pas un problème qu'on vient d'identifier. Là, c'est vrai que la campagne de Kamala Harris a été très courte, mais malgré tout, ça fait des années qu'on sait que les démocrates, comme la gauche, en France d'ailleurs, n'arrivent pas à trouver ce lien, cette connexion avec les classes qu'on dit populaires et qui vivent des réalités, à la fois sur le plan du pouvoir d'achat, voire sur le plan de l'immigration aussi, mais qui vivent des réalités et que la gauche ne veut pas entendre. Et les démocrates américains se sont trouvés dans cette même situation, avec une incapacité à leur parler, préférant aller faire des grands shows avec Beyoncé, etc., sans voir que les gens qui auraient pu voter pour eux, qui normalement les démocrates étaient le parti de la classe sociale, de la classe ouvrière la plus démunie, sans voir que non, tous ces gens-là sont partis vers Donald Trump. Et Nicole le disait, ce qui est très très important, c'est qu'on voit que dans toutes les classes sociales, dans toutes les communautés, les démocrates ont perdu des voix. Alors c'est vrai qu'il y a ce rouleau compresseur de Donald Trump, et que face à cela, Kamala Harris n'était peut-être pas la mieux placée, mais les démocrates ont fait ce qu'ils ont pu. On peut attribuer quand même la faute à Joe Biden, qui a tardé à réaliser qu'il ne pouvait pas faire un second mandat et à laisser la place. Mais il y a un besoin d'un homme fort, de quelqu'un qui leur dit « je vais résoudre vos problèmes en 2 minutes ». D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Le discours de Trump est simple. Je suis un mec, je suis un homme, je suis un vrai. Je vous comprends, je vais vous protéger, je vais vous redonner du pouvoir d'achat, je vais repousser ces immigrés qui vous font peur, et je vais vous débarrasser de ces guerres extérieures qui nous coûtent de l'argent. Point, c'est tout. Après, que Donald Trump soit un voyou, un misogyne, avec repris de justice avec des procès, etc. Nous, on était dans le Michigan, notamment, ou le Wisconsin, il y a quelque temps. On discutait avec des gens qui nous disaient « je vais voter Trump ». Ils disaient « oui, c'est un voyou, Trump ». Mais on vivrait mieux avec lui. Et on vivra mieux avec lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un changement profond de la société américaine, d'un bouleversement ? Je pense qu'on peut parler d'un changement profond de la politique américaine et des institutions américaines. On n'est plus dans le même monde. La société, elle va, elle vient. Il y aurait beaucoup de sujets de consensus au niveau de la société si la division, la fameuse polarisation n'avait pas été aussi mise en scène et attisée par Donald Trump. Même les campagnes électorales, c'est toujours dur. On dénigre toujours le concurrent. Mais là, c'était d'une violence inimaginable. Mais si vous prenez les citoyens sur les questions qui font débat, le pouvoir d'achat, l'avortement, l'immigration, l'éducation, le climat, la protection sociale. Je vous assure que si on regardait ça point par point, il y a vraiment beaucoup de place pour des compromis entre les citoyens qui ont voté Trump et les citoyens qui ont voté Harris. Mais Trump a fait sa fortune sur l'extrême polarisation. Tout d'un coup, on est des ennemis, on n'est pas des citoyens du même pays. Mais là où on en est aujourd'hui, il a tout gagné. Il a la Maison-Blanche, une Maison-Blanche en ordre de bataille, avec des gens prêts. Tous les jours, les nominations tombent. L'équipe, elle est là. Ils vont démarrer le premier jour et même avant. Il a gagné le Sénat confortablement. On n'a pas complètement les résultats de la Chambre, mais il manque 4 sièges qui n'ont pas encore été attribués et des républicains ont une forte avance. Il a la Cour suprême avec une majorité très confortable. Donc,
je vais dire les choses brutalement, il s'assied sur l'état de droit. Ça a commencé, et c'est brutal, et ça ne va pas s'arranger. Il y a des notions qui ont disparu, comme la notion de conflit d'intérêts. Tous les membres les plus proches autour de lui sont des... Il y a beaucoup de membres de sa famille, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de milliardaires. Il y a Elon Musk. Elon Musk est à la fois l'homme le plus riche du monde, un véritable génie industriel, aucun doute là-dessus, et quelqu'un qui a d'énormes contrats avec la NASA, avec le Pentagone, qui reçoit énormément de subventions publiques au nom des énergies renouvelables, etc., pour les entreprises Tesla. Il a le réseau social X avec 200 millions de followers, comme on dit. Donc c'est un État dans l'État. Or, Trump veut lui confier le nettoyage, en quelque sorte, une sorte d'audit du gouvernement pour voir où est-ce qu'il y a des dépenses en trop. Donc les conflits d'intérêts, ils sont colossaux. Mais qui va dire, attention, là, non, ça ne va pas? Le Congrès, les tribunaux, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir à l'heure actuelle. Alors, il y a des choses qui vont être longues, qui vont être compliquées. Il y a des gouverneurs, il y a des parlements locaux, il y a des maires. Et les maires, par exemple, on devrait pouvoir. Les maires des grandes villes, ils ont une véritable influence, notamment sur les questions environnementales. Mais Donald Trump a gagné l'élection, fair and square, comme on dit chez moi, de manière légitime, sur plus aucune contestation des résultats, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. Oui. Il paraît qu'on bourrait les urnes, il paraît qu'on trichait de tous les côtés. Oui. Ça a disparu de la conversation. Oui. Et là, en ce moment, je vais terminer là-dessus, outre les conflits d'intérêts, il y a les règles, par exemple, pour nommer des ministres, des responsables de grandes agences publiques. Le président les nomme, le Sénat les confirme. Donald Trump est en train de faire passer l'idée que non, ça ne sera pas nécessaire de confirmer. Après, on trouve des articles de loi pour bidouiller une petite construction juridique. Mais vraiment, moi, je suis très inquiète. Il faut dire que le Parti républicain... Tu disais que le Parti démocrate n'existe plus. Le Parti républicain, il existera, mais alors il existera. Il doit se réinventer totalement. Oui. Le Parti républicain, il n'existe plus depuis longtemps. C'est le parti de Trump. Moi, j'ai toujours pensé, on le disait sur les plateaux de télé, pour moi, ce n'est pas un républicain, c'est un populiste. Avec les méthodes des populistes, à savoir les méthodes simples aussi, mais qui marchent partout, qui ont marché avec Bolsonaro, qui ont marché avec Orban. Vous décrivez la situation du pays comme catastrophique. Tout va mal, l'invasion d'immigrés, l'économie est au plus bas, ce qui est faux pour les chiffres de macroéconomie, ce qui est une réalité pour un certain nombre de gens. Mais malgré tout, c'est pas du tout... On fait peur, quoi. Voilà, on fait peur. On fait peur et on dit « je suis celui qui va réparer tout ça ». C'est exactement les mots de Donald Trump. Je suis l'homme providentiel qui va venir et ceux d'en face, ce sont des nuls, ils savent pas faire, ils sont corrompus. Et à partir de là, vous avez maintenant la possibilité, je crois que c'est les premières élections, d'ailleurs américaine en tout cas, avec ces caractéristiques-là, il y a les réseaux sociaux qui sont maintenant devenus une manière de propager les messages et la propagande à la vitesse de la lumière et un par un à toute allure. Vous pouvez toucher des millions de personnes. Ça n'existait pas vraiment avant. Ça, allié avec les méthodes populistes et allié avec l'intelligence artificielle qui vous permet de faire des images parfaites, totalement fausses, ou des messages faux, totalement. Je pense que c'est la première fois qu'on assiste à cette force de frappe-là qui est utilisée par des gens très habiles, et les stratèges républicains ont été très habiles, est extrêmement performant. Donc, par exemple, Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait pendant les dernières semaines de la campagne? Il a fait une loterie. Une loterie où il promettait par jour $1 million à celui qui gagnait la loterie. Bon, $1 million par jour, hein, il l'a fait. Hein.
Mais il fallait s'inscrire pour remplir une pétition. C'était comme ça, vous participez à la loterie en vous engageant à respecter les 2 amendements de la Constitution, l'un concernant la libre expression, de free speech, et l'autre concernant le port d'armes. Bon, ça ne mange pas de pain, vous pouvez toujours signer, je m'engage, voilà. Simplement, vous donniez vos coordonnées, vos coordonnées mail, etc. Et il s'est constitué un fichier, mais alors réservé aux États clés, et jusqu'à la date de l'élection. Il s'est constitué un fichier qui lui a permis de cibler de manière très, très, très précise des électeurs qui peut-être ne seraient pas allés voter, et qui, évidemment, se déclarant en faveur du port d'armes et de la libre expression à la meute. loterie à $1 million. Voilà, et j'ai envie de... alors, il est rémunéré même $45, le simple fait d'aller cocher la case. $100 en Pennsylvanie, parce qu'en Pennsylvanie, l'enjeu de la Pennsylvanie est plus important. Donc, c'est une machine totalement électorale pour acheter des voix d'une manière détournée. Et donc voilà, ça aussi, c'est une manière de faire, une manière de faire de la politique qui a quand même assez dévoyé la pratique classique de la vie civile, civique comme on la connaissait ailleurs. Et là aussi, les démocrates ont été totalement décontenancés par ce genre de méthode. Vous savez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un homme qui ment, qui se présente comme quelqu'un de fort, qui matraque toujours les mêmes choses de manière simpliste, et qui est dans l'émotion, et donc qui se relève d'une manière absolument avec un courage inouï. D'ailleurs, quand il est une tentative d'assassinat, qui se relève, le visage ensanglanté, et qui lève le poing avec en fond de drapeau américain, qui dit « battez-vous, battez-vous ». Et c'est l'image d'un héros messianique qui a vraiment frappé les foules. Quand vous êtes face à cela, qu'est-ce que vous voulez faire avec une femme très compétente, avec un beau sourire, mais qui tient le langage de la raison et qui va essayer d'expliquer que, mais oui, elle va faire telle mesure. On n'est pas sur le même plan, et donc c'est pas tellement si étonnant que Donald Trump ait gagné. Alors maintenant, je vous propose de quitter l'actualité pour faire une plongée dans l'histoire, pour revenir un peu sur notre sujet de fond. Et je vous propose de commencer par la Maison-Blanche en elle-même. C'est ce bâtiment qui, en 1800, c'était donc la nouvelle résidence présidentielle. Elle s'est levée au milieu de nulle part. C'était une immense bâtisse inachevée qu'on n'appelait pas encore la Maison-Blanche. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on l'a implantée là, au bord du fleuve Potomac? Pourquoi là? La démocratie américaine, elle est née au moment de la Révolution, de la guerre d'indépendance. Et la première résidence des autorités, du Congrès d'abord, du président ensuite, c'était Philadelphie. Et puis ça a été New York. Et puis finalement, il a fallu choisir un lieu permanent. Et ça a été effectivement au bord du Potomac, parce que, bon, non seulement c'était une voie d'accès, mais en plus c'était pile entre les États du Nord et les États du Sud. D'où cet endroit. Et la ville n'existait pas. Et quand le premier président était George Washington, il n'a jamais connu cet endroit. Le deuxième, John Adams, est arrivé à la fin de son mandat, en fait à l'automne 1800. Et sa femme, Abigail Adams, qui l'a suivie quelques semaines après, elle était dans une diligence où vraiment il y avait les gens qui l'accompagnaient, qui taillaient le passage à la hache et à la tronçonneuse de l'époque, parce que c'était vraiment voilà, une forêt complètement inextricable. Il n'y avait pas un climat plus pourri, pardonnez-moi de le dire ainsi, que c'est vraiment au sud, à Washington. Alors aujourd'hui, le climat est toujours assez difficile, extrêmement chaud et humide l'été, mais à ce moment-là, c'était la fièvre jaune, la malaria, c'était vraiment, vraiment dur. Et vous disiez, la Maison-Blanche ne s'est pas appelée Maison-Blanche tout de suite, c'est tout à fait vrai. Ça a d'abord été la maison du président, President's House, le President Palace pour certains, très grande, pas finie, super humide. Abigail Adams, dit-on, il y a même des images, des tableaux, faisait sécher le linge à travers le salon parce qu'il faisait trop humide partout, en faisant un feu d'enfer. Il y avait
les cheminées ouvertes, enfin en fonctionnement partout. Et je ne sais pas à quel moment on a vraiment appelé Maison Blanche. C'est même un peu légendaire. Et, elle a été peinte en blanc. Et puis certains ont commencé à la désigner comme ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a été construite par des esclaves, en tout cas. Ça, c'est quelque chose à ne jamais oublier, puisque l'abolition de l'esclavage, c'est 1863 et en pratique 1865. Donc elle a été construite par des esclaves dans des conditions forcément très dures, dans ce climat très dur. Mais vous le disiez au début de notre discussion, c'est devenu le lieu le plus stratégique de la planète, ou l'un des, en tout cas, où de grandes décisions, certaines très héroïques et heureuses et certaines calamiteuses, ont été prises. Et en tant qu'enquêteur, si j'ose dire, historien, ça a été assez fabuleux de reconstruire la vie de ce lieu, la succession des présidents. Alors il y a toutes sortes d'archives écrites qui sont déclassifiées petit à petit au rythme de leur caractère ultra secret ou pas. Et puis un beau jour, les historiens ils sont tombés sur un trésor incroyable dont on ne connaissait pas l'existence avant la présidence de Richard Nixon. C'était des enregistrements. Voilà, parce que donc les 46 présidents qui se sont succédés dans ces murs, entre ces murs, ils ont tous aspiré à en faire un endroit le plus secret du monde. Or, la Maison-Blanche pouvait se révéler un lieu très bavard et les murs se sont véritablement mis à parler. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est assez étonnant parce qu'on se dit le bureau ovale, c'est ça. Normalement quelque chose un coffre-fort, quoi. C'est une boîte noire. Et en réalité, ça date de Franklin Roosevelt, hein, c'est ça. 1940. Qui a souhaité mettre des micros pour enregistrer les conversations. D'abord pour avoir un script, en fait, des discussions, pour l'histoire aussi, et peut-être aussi dans l'idée que s'il y avait des promesses ou des oppositions avec certains interlocuteurs, il y avait quand même des choses. Et à l'époque, il n'y avait pas d'enregistreur. Enfin, c'était un prototype, totalement une espèce de grosse machine gigantesque qui a été installée et avec un micro dans un pied de lampe. Voilà. Et donc, c'était en fait pour garder les traces des conférences de presse, des réunions. Donc, les personnes qui venaient dans le bureau n'avaient pas connaissance de ce micro. Et curieusement, enfin pas curieusement, cette tradition s'est poursuivie. John Kennedy, quand il est arrivé en 62, il a demandé au Secret Service, qui est le service qui s'occupe des personnalités et de la sécurité des présidents et des hautes personnalités, d'installer, de développer ce dispositif. Il a installé des micros dans les tables basses, dans les pieds de lampe, et pas simplement dans le bureau ovale, mais aussi dans le cabinet room, dans les salles où se réunissent les ministres. Le matériel était acheté de manière anonyme, c'était payé en espèces, tout ça pour que ça ne se sache pas. Il n'y avait que juste 2-3 personnes à la Maison-Blanche qui étaient au courant, notamment sa secrétaire Evelyn Lincoln. Et d'ailleurs, il y a les bandes toujours à la bibliothèque. Vous savez que ça, c'est aussi une particularité très importante et très intéressante pour nous, comme pour les historiens, pour nous qui faisons des livres, soit d'histoire ou même d'actualité. Chaque président, chaque mandat présidentiel conserve tous les éléments qui ont été utilisés à la Maison-Blanche. Et quand je dis tous les éléments, c'est aussi les post-it, c'est aussi les notes des présidents, c'est les comptes rendus de réunion, et là, en l'occurrence, donc les enregistrements aussi. Il y avait aussi des secrétaires qui prenaient des notes, des C'est ça aussi, normalement. C'est d'ailleurs pour cela que Donald Trump a eu des problèmes, et il y a toujours un procès au pénal, d'ailleurs. On va voir ce que ça devient, parce que... Ne pensons même pas une seconde que les procès ont voilà, lieu. mais qui est reporté, mais il a emmené des cartons qui contenaient justement des documents à la Maison-Blanche, alors qu'aux États-Unis, tout document d'un mandat, ça n'appartient pas au président, ça doit aller après à un département. De son propre mandat, absolument, oui. Et donc, on a à chaque
pour chaque mandat, pour chaque président, il y a une bibliothèque en général présidentielle qui se crée, qui est à la fin du mandat. Et en général, c'est souvent d'ailleurs dans la ville natale du président, et qui après détient aussi des archives sous l'étroit contrôle des autorités fédérales. Et par exemple, on voit régulièrement des documents de l'époque Kennedy qui sont déclassifiés. Alors maintenant, il n'y en a plus beaucoup parce que ça a été déclassifié au fil des décennies, mais il y a au moins 50 ans souvent, en général 50 ans. Et après, par exemple, là, même des choses comme la robe ensanglantée de Jackie Kennedy, qu'elle portait sur la limousine quand John son mari a été assassiné. Elle est dans une salle forte. Elle ne peut pas être montrée au public. Elle est conservée comme un document d'État. Et la famille Kennedy a même demandé à ce que ce soit prolongé. Donc j'en reviens à nos sujets. Donc ça a été perpétué par les différents présidents. Lyndon Johnson avait mis des manettes sous la table où il pouvait... il était écrité au café, je crois, en fait, et il pouvait manœuvrer les micros. Et puis il y en a qui s'est fait avoir, évidemment, c'est Richard Nixon. Lui, il savait très très bien qu'il y avait des micros. Au contraire, il les a même développés et il enregistrait en permanence. Sauf qu'il a complètement oublié ça. Il était au fil des mois, il était dans une espèce de folie, en plus avec l'histoire du Watergate, qu'il a laissé tourner. Et c'est ça en permanence. Et c'est ça qui l'a piégé, parce que un conseiller interrogé par le FBI a fini par dire un jour, mais il y a des enregistrements. Comment il y a des enregistrements? Oui, il y a des enregistrements. Là, du coup, c'est devenu une affaire d'État, et il a bien été obligé de donner les scripts, qui étaient d'ailleurs, les premiers scripts qu'il a donnés étaient tronqués. Mais bon, ça a fait l'affaire du Watergate, ça fait partir un président quand même, cette histoire. Alors là, aujourd'hui, j'avoue que grande prudence. Alors là, ils ont compris la leçon. Certains, d'ailleurs, ont quand même utilisé avant Nixon avec beaucoup de prudence, finalement. Je pense à Truman, Eisenhower. C'était pas des grands fans des enregistrements. Ils utilisaient effectivement de préférence les sténos. Après Nixon, de toute manière, tout le monde a compris où ça pouvait mener. Et c'est Ronald Reagan, par exemple, qui a fait entrer les caméras à la Maison-Blanche, qui a fait filmer les événements marquants de sa présidence. Mais c'était extrêmement contrôlé. En tout cas, ce qui est secret reste secret pour l'instant, mais je ne crois pas qu'il y ait, si vous voulez, d'enregistrement sous aucune forme qui échappe au contrôle des actuels locataires, comme ça a pu être le cas avec Richard Nixon. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était un des lieux les plus stratégiques de la planète. Est-ce que c'est lié, l'histoire américaine s'y est écrite en grande partie, l'histoire mondiale même, ça tient à quoi? Est-ce que ça tient vraiment au fait que ce soit une grande puissance? Les États-Unis sont... Oui, sans aucun doute. Oui. On pourrait dire, dans l'effet miroir, que ça tient aux deux guerres européennes, 14-18 et puis la 39-45, au fond, où l'Europe s'est autodétruite. Et les États-Unis n'avaient jamais eu le projet de s'occuper du reste du monde. En fait, le projet américain initial des colons qui sont venus et qui ont d'ailleurs... autres vastes sujets qui ont vraiment piétiné les droits et l'existence des autochtones. Mais en tout cas, ceux qui venaient d'Europe, et ils venaient essentiellement d'Europe, c'était avec le projet de laisser l'Europe le plus loin possible derrière eux et d'être à l'abri entre leurs deux océans et de ne s'occuper de rien. Et ça a même été formalisé. Je veux dire, le président Washington, donc le premier, a fait un message d'adieu quand il a quitté le pouvoir en disant « L'Europe a des intérêts qui ne nous concernent en rien ». Thomas Jefferson, le troisième président, dans des circonstances analogues, a dit surtout éviter toute alliance avec aucun pays européen qui vous entraînerait dans des guerres et des choses qui ne nous concernent pas. Mais bon, il y a eu, avant d'arriver même au XXe siècle,
il y a eu des tas de circonstances, particulièrement avec le désir américain, justement, de rester entre les deux océans pour que personne ne s'approche trop de l'Amérique latine, etc. Donc déjà, ils ont commencé à s'impliquer dans les affaires du monde. Mais les deux guerres européennes ont laissé une Europe exsangue et une Amérique super puissante. Et à partir de ce moment-là, évidemment, qu'ils le veuillent ou non, et c'est eux qui ont mis en place, pas tout seuls, mais l'ordre mondial que l'on a connu à partir de 1945, les organisations internationales, le partage du monde avec, à l'époque, l'Union soviétique, un ordre du monde qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Mais effectivement, c'est la puissance américaine et leur rôle, pour le coup, alors vraiment dans les affaires internationales, qui ont fait de la Maison-Blanche le lieu stratégique le plus important pendant très longtemps. Oui. Alors maintenant, je vous propose de revenir sur quelques exemples que vous avez, sur lesquels vous avez écrit des exemples de secrets au travers de chacun des présidents. Donc de manière chronologique, on va aborder les choses. On ne va pas tous les prendre, mais est-ce que l'on sait par exemple que Thomas Jefferson a contrecarré le projet de Napoléon d'établir un empire français en Amérique? Oui, alors je précise que tous ces secrets dont on parle, c'est établi justement sur ce qu'on vient de dire, à savoir ces documents qu'on peut retrouver dans les archives. Pour les plus récents, les documents récemment déclassifiés. La bibliothèque du Congrès. La bibliothèque du Congrès. Les bibliothèques présidentielles. Oui, tout a été... On a travaillé sur les sources, vraiment sur les sources à l'origine. Et il y a énormément de choses. D'ailleurs, la grosse difficulté, c'est pas de se noyer, pas d'être noyé par la quantité de choses. Et notamment, on a retrouvé des correspondances de Thomas Jefferson. Et là aussi, des notes de réunion, les Maisons-Blanches, etc. Alors, ce qui s'est passé avec Jefferson, il y avait... les États-Unis n'étaient pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était essentiellement sur la côte Est. Hein, peut-être on peut rappeler les dates du mandat présidentiel, peut-être juste pour donner des repères. 1801-1809. Voilà. Les États-Unis sont tout jeunes. Hein, la déclaration d'indépendance, c'est 1776. La Constitution, 92, c'est ça? Non, 81, je crois. 81, oui, après. La signature. Et les États-Unis sont une série d'États, d'anciennes colonies, en fait, qui se sont constitués en États le long de la côte Est. Je crois qu'il y a 16 États à l'époque de Jefferson. Ils n'ont pas vraiment... l'idée d'aller plus loin sur cette espèce de continent américain, parce que déjà, le territoire est absolument immense, gigantesque, et ils sont peu nombreux. Ils viennent de se constituer indépendants, une nation indépendante, une fédération, et comme le disait Nicole, loin des guerres européennes, parce que ce sont des Européens qui ont fui justement notamment l'Angleterre. Et Jefferson apprend que par son ambassadeur de Londres, alors il faut aussi se souvenir que les messages mettent un certain temps avant de parvenir. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas Elon Musk à l'époque. Hein. Et donc, il apprend qu'en fait, l'Espagne vient de concéder le territoire qu'on appelle à l'époque la Louisiane. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le mot. Et oui, la Louisiane. Oui, c'était la Louisiane, oui. Qui n'est pas du tout la Louisiane d'aujourd'hui. C'est un tiers du territoire américain actuel. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le centre des États-Unis qui va des Grands Lacs au golfe du Mexique. À la Nouvelle-Orléans, l'embouchure du Mississippi. C'est un nombre, c'est un territoire colossal. Ouais. Et ça ne plaît pas du tout aux Américains, parce qu'ils se disent, mais les Français, là, on va avoir... Napoléon à l'époque. Et c'est Napoléon. Mmh. Oui. Et surtout, il y a ça couperait l'accès des Américains au golfe, à l'embouchure du Mississippi, qui est absolument fondamental pour le commerce. Ils apprennent aussi que les Français seraient en train de préparer une expédition justement pour conquérir et les îles des Antilles et ce territoire, ce qui peut constituer une menace immense pour
pour les Américains. Et Jefferson fait une sorte de ruse, déjà. Il envoie une lettre à Livingston, je crois. C'est l'ambassadeur américain à Paris, qui est une lettre non cryptée, en lui disant si jamais ça se passe comme ça, on s'alliera avec les Anglais pour faire la guerre aux Français. Alors, c'est pas du tout ses intentions. Ils n'ont pas du tout envie de se plonger dans une... Mais simplement, ils espèrent que la lettre, en fait, qui est supposée être secrète, sera lue par les Français. Et elle l'est. Elle l'est. Napoléon est au courant. Il y a le rôle de Talleyrand. Je vous passe les détails parce que c'est une longue histoire, passionnante, mais c'est une longue histoire. Et il y a 2 émissaires là-bas, notamment Livingston, l'ambassadeur, qui commence à négocier. Il voudrait au moins acheter cette embouchure du Mississippi, au moins racheter ce morceau-là pour pouvoir se ménager l'accès au libre commerce. Et d'une manière assez curieuse, Bonaparte, dans une espèce d'accès un peu, je dirais presque trumpiste, enfin, allons-y, on s'en fiche. D'un seul coup, lui qui vient d'hériter de ce territoire considérable, qui vaut bien celui que les Américains se sont constitués, renonce non seulement à ce petit morceau, mais à toute la Louisiane. Donc à un tiers du territoire actuel américain. Et il le vend pour une bouchée de pain, enfin quelques millions de l'époque, c'est pas grand-chose. Pour une bouchée de pain, il a dit prenez tout. Il a besoin d'argent à l'époque. Il a des guerres de tous les côtés, donc il a besoin d'argent. Et les deux émissaires sont très embêtés parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec Jefferson. En tout cas, s'ils peuvent communiquer, mais ça prend énormément de temps. Et ils prennent sur eux, c'est quand même des types assez courageux, ils prennent sur eux de dire « Ok, l'Amérique va acheter ça ». Bon, ça coûte quand même un certain prix. Et donc, ils arriveront plus tard trouver Jefferson, où ça se sera par des émissaires. On a tout acheté. On a acheté 2 tiers. Et parmi l'entourage de Jefferson, tout le monde n'est pas tellement content. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire ? Il va y avoir des colons. Ils vont commencer à s'organiser, à créer des villes, peut-être à faire des États. On n'arrivera jamais à garder l'unité des États-Unis avec tout ça. Donc, et en fait, il n'y a pas une volonté d'aller vers l'Ouest à cette époque-là. Et malgré tout, on sait comment ça va se terminer. C'est que petit à petit, effectivement, il y aura une colonisation au fil des décennies et de nouveaux États qui vont se rajouter et s'agréger aux États-Unis. Très bien. Alors, on peut passer à un autre secret. Si de toute façon, vous avez envie d'en savoir un peu plus, il y a plus de détails, évidemment, dans nos pages. Est-ce qu'on connaît, et je pense pas, le rôle qu'a pu jouer la First Lady Edith Wilson ? Alors, Edith Wilson était l'épouse du président Woodrow Wilson. On passe au XXe siècle. On passe au XXe siècle. C'est là, c'est 1913 et 1921. Voilà. Ils étaient veufs, l'un et l'autre. Et ils se sont rencontrés alors que Wilson était déjà président. Et ça a été un vrai coup de foudre, une grande histoire d'amour extrêmement fusionnelle. Et réellement, ils ne se sont plus quittés. Et Wilson a fait même d'Edith, donc sa seconde épouse, sa première conseillère. C'était certainement une femme intelligente, mais en tout cas, elle n'avait aucune formation politique d'aucune sorte. Et quand ils n'étaient pas ensemble, donc dans les semaines qui ont précédé leur mariage, ils s'écrivaient plusieurs fois par jour. Vous me direz qu'il n'y avait pas de texto et de ces moyens plus rapides d'aujourd'hui. En tout cas, donc on a une très riche correspondance et où elle lui donnait des conseils. Tel ministre est très bien, tel autre, non, c'est pas possible. Et elle disait des choses comme c'est incroyable, moi qui en fait ne rien à voir avec ce milieu-là, je suis là au milieu de tout ça et je connais les plus grands secrets de la planète. Et c'est vrai, ça l'était. Et ça l'était, incroyable. C'était incroyable. Ouais. Et elle l'a vraiment secondé jusqu'au jour où la santé de Wilson
a dramatiquement flanché. En fait, à la fin de la guerre, donc au 11 novembre 1918, le président américain, accompagné d'Edith, est parti en France pour négocier les traités qui ont abouti au traité de Versailles, notamment et donc la conclusion de la guerre avec tout un tas de conséquences dans les différentes clauses à l'égard des réparations de l'Allemagne, etc. Il est resté absent des États-Unis très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'aucun autre président en exercice, et il avait un projet auquel il tenait plus que tout, la Société des Nations. Il voulait qu'il n'y ait plus de guerre. Il voulait créer une organisation internationale où on aurait réglé les conflits entre gentlemen en discutant. Et cette Société des Nations a été... Il y a un traité qui la constitue, qui date de 1919, et a été signé par la plupart des pays européens, notamment la France, l'Allemagne. Et puis, pour le président Wilson, il l'a certes signé, mais à l'époque où on respectait la loi aux États-Unis, ça devait être ratifié par le Sénat. Et quand il est arrivé à Washington, il s'est retrouvé, il était démocrate, face à une opposition républicaine virulente, qui ne voulait pas de ce traité, qui ne voulait pas de cet engagement justement à intervenir dans une éventuelle prochaine guerre européenne. Et donc le président Wilson a entrepris de faire le tour du pays en train, en s'arrêtant dans toutes les gares possibles et imaginables. Il se mettait à l'arrière du train, il faisait des grands discours. Tout en étant très malade. Petit à petit très malade, effectivement, pour convaincre l'opinion et que l'opinion fasse pression sur les élus. Et il s'y est épuisé. Et il a fait une première, ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC, et puis un deuxième extrêmement grave, et qui l'a laissé en fait très gravement handicapé, à la fois sur le plan moteur, mais même sur le plan intellectuel. On a su après, voilà nos fameux secrets qu'on a fini par retrouver, qu'il avait quelques minutes par jour de lucidité. Et donc c'est sa femme qui a décidé de cacher cela entièrement au cabinet, aux ministres, aux élus, elle seule, au public. Elle et le médecin, et personne d'autre. Et elle a en fait gouverné les États-Unis alors évidemment, il y avait des soupçons, il y avait des inquiétudes, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas des photographes accrédités. Vous voyez, on était dans un monde que l'on pouvait boucler, si j'ose dire quand même, beaucoup plus. Et elle a dit plus tard, mais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a fait de moi une espèce d'éminence grise. Moi, je me contentais juste de donner au président les dossiers les plus urgents. Donc, en fait, elle classait ce qui lui paraissait urgent et ce qui l'était moins. Et notamment, finalement, le président n'a pas pu négocier avec l'opposition le traité sur la Société des Nations. Il y avait des compromis à faire, il y avait des clauses de garantie qui auraient pu être proposées au Parti républicain. Et Edith Wilson a totalement bloqué. Donc, en gros, elle a fait transmettre que la volonté du président, c'était ça ou rien. Et ça a été rien. Donc, les États-Unis n'ont pas adhéré à la Société des Nations, avec les conséquences, peut-être, qui restent de l'histoire fiction, sur ce qui se serait passé avec la montée du nazisme, la montée du fascisme, si les États-Unis avaient été partie prenante à ce lieu de rencontre qui était la Société des Nations. En tout cas, on a eu une régente d'une manière tout à fait officieuse. Autre exemple, un peu plus tard, toujours de manière chronologique, pour Harry Truman, est-ce que l'on sait comment Harry Truman a reconnu l'État d'Israël? Alors là, on a aussi trouvé des choses qui ont été... Certaines ont été déclassifiées aussi assez récemment. Et là, il y a des documents absolument incroyables. Le 13 mars 48, très exactement, il y a un visiteur qui se rend à la Maison-Blanche et par la petite porte de derrière, par le jardin, et qu'on introduit directement dans le bureau du président Truman. Et c'est Eddie Jacobson, qui est en fait son copain de toujours, son copain de régiment. Ils ont fait
Ils ont fait la guerre ensemble. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ensemble en bien France. sûr. Ils ont monté même une boutique avant que Truman se lance dans la politique, qui s'appelait Truman et Jacobson. Enfin bref, c'est vraiment des potes, quoi. Et Truman, lui, a pris son envol. Il était sénateur, président, et Jacobson est toujours resté son ami. Et ce jour-là, il vient lui parler d'Israël et des rescapés de la Shoah. Et il vient plaider leur cause en demandant à Truman de reconnaître la création d'un État qui se ferait en Palestine. Alors Truman était plutôt pour, mais ce n'était pas le cas de tout le monde aux États-Unis, notamment le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, était contre. On les appelait les costumes rayés à l'époque. Vous savez, ils n'ont pas beaucoup changé. Ils n'ont pas beaucoup changé, non. Qui était pro-arabe, l'accès au pétrole, etc. Enfin, il y avait toute une théorie diplomatique qui faisait qu'il était hors de question de reconnaître un État qui pourrait perturber la région à leurs yeux. La CIA aussi, je pense, disait que la partition n'était pas viable. Et donc Truman hésitait. Il savait pas bien quoi faire. C'est l'époque où à ce moment-là, les réfugiés européens essayent d'arriver en Israël et sont repoussés je me souviens de cette époque de l'exodus du bateau. Ils sont repoussés par les Anglais, puisque c'est encore sous protectorat britannique, et ils vont donc se constituer enfin pas en armée, mais en résistant et instaurer un État et accueillir les réfugiés. Mais Truman, il n'est pas trop d'accord. Il veut abandonner. Il pense qu'il y a trop de pression. Et puis, il y a plusieurs visites de son copain le soir à la Maison-Blanche et qui ne le convainc pas totalement, parce que j'en ai marre de ces juifs, quoi, disent-ils, qui se débrouillent. Enfin, il y a un côté aussi, c'est trop loin pour nous, ça nous concerne pas. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont réfugiés des camps, et qui donc cherchent un pays, et que tous les pays, personne ne veut les accueillir. On oublie ça aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis finalement, un soir, ce soir-là, Eddie, le petit boutiquier, il arrive à convaincre son copain président, et en lui disant une chose, reçoit Chaim Weizmann, qui est le porte-parole de la communauté juive aux États-Unis, et au moins fait ça pour moi, voilà. Et à partir de là, les choses vont se débloquer. Harry Truman va discuter avec ce monsieur qui a absolument tout pour convaincre et pour lui exposer quelle est la situation des réfugiés. Il obtient, Weizmann obtient d'Harry Truman la promesse que si en Palestine les réfugiés juifs déclarent leur indépendance, les États-Unis, Truman le reconnaîtra. Et c'est ce qui se passe tout de suite, à minuit, le 14 mai 48, je crois. Il y a un message qui vient de là-bas en disant ils viennent de proclamer leur indépendance. Et Truman signe aussitôt. Et on a vu d'ailleurs ce petit mot totalement émouvant. Oui, c'est tapé à la machine et il y a une note au stylo. Une note au stylo, il n'y a pas le nom d'Israël. Ils auraient pu s'appeler Palestine, d'ailleurs, parce que les Palestiniens... Enfin, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire de la région qui est... Ouais. Et c'est Truman qui rajoute Israël. Alors, c'est pas lui qui a inventé le nom, mais on lui dit à la dernière minute, ils vont s'appeler Israël. Voilà. Et donc,
comment une petite intervention comme ça, qui arrive à convaincre, non pas simplement à convaincre, mais aussi à expliquer à ces Américains qui sont très loin de la réalité européenne à cette époque-là, en tout cas la réalité du Moyen-Orient, à expliquer quelle est la vraie réalité là-bas et donc à le convaincre d'obtenir le soutien et la reconnaissance des États-Unis. Et on a vraiment eu entre les mains ce petit mot avec il s'appelle Israël, écrit au stylo, et puis la signature du président des États-Unis. C'est des trésors que l'on découvre. Oui. C'est passionnant. On va faire un grand bond en avant en allant sur le premier mandat de Donald Trump pendant l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Qu'est-ce qui s'est passé à la Maison-Blanche ? Ça paraît loin déjà, vous ne trouvez pas ? Or, c'était le 6 janvier de 2021. On s'en souvient, au mois de novembre, Donald Trump, premier mandat, a perdu les élections et n'a pas voulu l'accepter. Il a multiplié les recours. Il y a eu quelques 60 enquêtes, procédures judiciaires qui toutes ont conclu à la vérité pure, à savoir que les élections américaines, en dépit de leur caractère complexe, parfois un peu folklorique, sont fiables. Il n'y a jamais eu, je crois qu'en 1876, c'est pas tout à fait sûr que le vainqueur soit rentré à la Maison-Blanche. Mais sinon, c'est toujours le vainqueur qui est rentré à la Maison-Blanche. Donc Donald Trump ne voulait pas partir. Et il a tenté toutes sortes de manœuvres. Et le 6 janvier, donc il était toujours en exercice, puisqu'il y a une période de transition qui est assez longue, c'était un peu sa dernière chance, puisque c'était le jour où le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat se réunissent pour proclamer la victoire du prochain président. Et il a appelé Donald Trump, donc, par tweet, puisqu'à l'époque il était sur Twitter, ses partisans à se réunir à Washington en disant « Venez tous, ça sera incroyable, ça sera sauvage, il va se passer plein de choses, on ne peut pas renoncer, etc. » Et les gens sont venus, ses partisans sont venus, et Donald Trump a fait un grand discours dans un jardin qu'on appelle l'Ellipse, qui est en fait à l'arrière de la façade de la Maison-Blanche. C'est aussi une très belle façade, mais c'est la partie arrière. Et donc, tout ça est filmé, enregistré, on l'a tous vu à la télé. Enfin, c'est pas... Là, pour le coup, il n'y a aucun secret. Face caméra, et il prononce des phrases inimaginables. Nous allons marcher sur le Capitole, je viendrai avec vous, nous allons montrer à ces républicains mous qu'il faut être fort. Si vous n'êtes pas fort, on n'aura plus de pays, mais si vous êtes fort, je resterai le président, et on a gagné, et on ne peut pas se laisser voler cette élection. Et tout le grand mythe de l'élection volée a démarré ce jour-là, et on vit, malheureusement, une partie des Américains vivent encore là-dessus. Et effectivement, une bonne partie des gens qui ont écouté ce discours incendiaire sont allés vers le Capitole. Et Donald Trump voulait y aller également. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris très tard, pendant les enquêtes qui ont suivi et qui ont pris un temps fou et qui finalement n'ont jamais abouti. Mais en tout cas, il s'est dirigé vers sa voiture. C'était un énorme engin qu'on appelle la bête, le Beast, qui est archi blindé, archi protégé, en disant à ses gardes du corps, on va au Capitole. Et ils l'en ont empêché. On n'a pas tout à fait le détail, puisqu'il y en a qui ont démenti, mais apparemment, il y aurait eu un petit peu de bousculade entre lui et ses gardes du corps, parce qu'il voulait prendre le volant et y aller. En tout cas, ils étaient quand même chargés de la sécurité du président. C'est extrêmement autoritaire, la protection du président aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Ils ont dit non, nous, on ne peut pas assurer votre sécurité là-bas, on n'y va pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donald Trump, il regarde la télé. Il se met devant la télé, devant ses écrans géants, et il voit cette chose insensée qu'on a tous vue. Il est où à ce moment-là ? Il est à la Maison-Blanche. Pas dans le bureau ovale. Il s'est fait installer une salle à côté où il y a plein d'écrans. Il voit toutes les chaînes. Il ne bouge pas. Il ne dit rien. Les gens rentrent et sortent. Il ne leur parle pas. Il regarde tout ça avec une immense satisfaction parce que ses supporters sont en train de se battre pour lui. Et
Et comme les appels affluent à la Maison-Blanche de parlementaires, le chef de cabinet de Trump reçoit tout ça, le vice-président Mike Pence à l'époque, qui était chargé de présider la cérémonie protocolaire d'annonce des résultats, appelle. Personne ne prend au téléphone. Les plus hauts gradés, si j'ose dire, du Parti républicain appellent parce qu'ils sont en danger. Il y a des gens armés, il y a des gens qui hurlent dans les couloirs, il y en a qui veulent mettre une balle dans la tête de Nancy Pelosi, qui était la leader démocrate, et il y en a plein qui hurlent « Pendez Mike Pence », le vice-président républicain de Donald Trump, pour l'empêcher de dire « Joe Biden a gagné l'élection ». Et Trump, ça dure 3 heures. Il est dans son bureau. Il dit, non pas dans son bureau, mais dans sa salle de télé. Il dit, ouais, ça lui montrera un peu. On est dans une émeute, l'attaque d'un parlement. Et il ne fait rien. Et il faut des heures pour que finalement son entourage, sa fille, son gendre, finissent par lui dire, mais ça va très très mal finir. Vous ou tu, selon les... allez finir entre 2 gendarmes pour haute trahison, pour incitation à l'émeute, etc. Et donc, il finit par sortir de sa boîte, par enregistrer un petit message vidéo. Rentrez chez vous, vous êtes formidables, on vous aime. Mais voilà, rentrez chez vous. Et il y aura quand même 5 morts. Ce n'est pas rien. Et Donald Trump finira par quitter la Maison-Blanche. Mais tout ce qu'on a appris depuis nous montre qu'il avait vraiment décidé de ne pas partir, de rester au pouvoir en ayant perdu l'élection. Et maintenant, il a gagné l'élection. Il va retrouver son bureau avec ses meubles, ses rideaux dorés. Alors maintenant, il est légitime. On quitte le passé, on vient sur le futur, si on peut dire. En tout cas, on revient à l'actualité. À quoi va ressembler cette présidence Trump? Est-ce qu'on doit craindre pour la démocratie? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on doit craindre pour la démocratie? Il a annoncé son programme, en tout cas toutes ses déclarations montrent qu'il y a certaines inquiétudes qui sont quand même fondées. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire très vite, dès le premier jour, en tout cas dès les premiers jours, c'est d'abord de repousser de manière massive les clandestins. Il a dit qu'il enverrait, s'il le faut, l'armée ou la garde nationale. Il veut expulser 11 millions, c'est ça? 11 millions d'immigrants, c'est pas rien quand même. Bon, voilà, c'est ce qu'il dit. Moi, pour l'instant, on ne peut que s'accrocher à ses paroles. Il a dit qu'il voulait mettre au pas un peu toutes ces institutions qui dysfonctionnent, c'est-à-dire... le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, les services secrets. Bref, il veut faire une purge parmi les fonctionnaires et il veut que des fonctionnaires loyaux. Loyaux à qui? Loyaux à lui. Qu'ils soient loyaux. Et c'est ce qu'il a dit. Sur le plan extérieur, il a dit qu'il réglerait le problème de l'Ukraine en 24 heures et on sait qu'il a déjà... Alors, négocier, peut-être pas, mais en tout cas qui discute depuis plusieurs semaines, peut-être mois, avec Vladimir Poutine, malgré qu'il ne soit pas président, pour en finir très vite, justement. Et donc, c'est son vice-président, son futur vice-président J.D. Vance qui le dit. L'idée, ce serait de laisser à Vladimir Poutine les territoires conquis, c'est-à-dire évidemment la Crimée, le Donbass, et de faire de l'Ukraine une zone démilitarisée avec impossibilité pour l'Ukraine d'intégrer l'OTAN ou l'Union européenne. Avec une forme, là c'est pas clair du tout, de protectorat qui serait européen, enfin bon... sauf que ça ne tient pas compte des Ukrainiens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tellement d'accord sur une chose comme ça. On sait quand même que les Ukrainiens sont épuisés aussi et qu'on entend beaucoup en Ukraine une forme de lassitude, peut-être de résignation. On discutait il y a quelques jours avec
avec Emma, là, avec une de nos amies qui est là-bas et qui disait, ce qui se dit dans les rues de Kiev en ce moment, c'est de toute façon, avec Kamala Harris, ça aurait été une chute lente, là, c'est une chute rapide avec Trump. Donc vous voyez, il y a un état d'esprit... peut-être pas de résignation, parce que les Ukrainiens se combattent d'une manière absolument hallucinante depuis des mois et des mois. Mais bon, est-ce qu'un projet comme celui de Trump pourrait se faire avec Zelensky ? On peut aussi penser qu'au bout d'un certain temps, Zelensky serait mis à l'écart et que l'Ukraine deviendrait comme la Biélorussie, peut-être, comme une forme de satellite. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce qu'on croit entendre de ce que dit Donald Trump. Et pour le Proche-Orient, une grosse hésitation, parce que là, il est évidemment très proche de Netanyahou, mais il ne veut pas de guerre non plus, il veut que ça s'arrête. Et en même temps, un autre jour, il dit qu'il veut taper sur l'Iran parce qu'il faut en finir avec le nucléaire iranien. Donc là, il y a une incertitude à ce jour sur ses véritables intentions, et on ne sait même pas s'il sait vraiment ce qu'il faut faire avec le Proche-Orient. Donc voilà, tout ça dresse un panorama d'une Amérique trumpiste qui sera quand même avec un pouvoir exécutif plus fort, avec sans doute, comme tu le disais tout à l'heure, dans d'autres domaines, notamment avec Elon Musk, des zones de conflit d'intérêts permanents, et peut-être une forme nouvelle d'insécurité due à un autoritarisme que les Américains n'ont jusqu'à présent jamais éprouvé. Après, on peut se dire que aussi les optimistes, vous savez, c'est le verre d'eau à moitié vide. Voilà. Les optimistes disent mais non, il fera pas vraiment ce qu'il a dit, ça s'agira. Jusqu'à présent, Trump a toujours été Trump, il a toujours fait ce qu'il disait. Oui, c'est ça. Est-ce que lui, le secret, la culture du secret, lui sera utile, puisque finalement, il a toujours dit très clairement les choses. Vous avez raison, il n'a pas un usage. La culture du secret. Les psys disent il n'a pas de surmoi. Je dirais, il balance tout directement. Et d'ailleurs, alors on va voir ce que ça va donner, mais les services secrets américains, quand il était président, se méfiaient de lui. Parce que justement, il n'avait pas la culture du secret et qu'il était capable, auprès de Vladimir Poutine ou d'autres, de mettre en danger en fait des taupes, des agents américains, de donner des renseignements qu'il n'aurait pas dû donner par pure vantardise. Donc la culture du secret lui fait défaut, en fait. C'est ça. Et elle peut être parfois utile, elle peut avoir un usage, parce que finalement, avec secret et pouvoir sont intimement liés, certainement. Ah bah oui, il n'y a pas de pouvoir sans une certaine pratique du secret, notamment en diplomatie. Vous ne pouvez pas abattre vos cartes, c'est toujours en diplomatie, en géopolitique, c'est toujours une partie de poker. Donc vous ne pouvez pas montrer vos cartes. Par exemple, la dissuasion nucléaire, elle repose sur un flou, sur une incertitude entretenue. Est-ce qu'il est prêt à réagir ou pas, et donc ça permet justement d'établir une forme de statu quo qu'on appelle la dissuasion, et qui jusqu'à présent a fonctionné entre puissances nucléaires, parce que ça n'empêche pas une puissance nucléaire, on l'a vu avec Poutine et l'Ukraine, d'envahir une puissance qui ne l'est pas. Dernière question avant que je laisse la parole aux internautes. Quelle influence cette présidence Trump aura sur nous ? Est-ce qu'on peut le dire ? Il y a la sécurité de l'Europe, déjà, la question de l'OTAN. On sait que Trump est très hostile aux Européens, très hostile à l'OTAN. Est-ce qu'il sortira de l'OTAN comme il souhaitait le faire, ou est-ce qu'il se contentera de l'affaiblir par ses déclarations ? Il n'a jamais voulu s'engager, par exemple, sur le fameux article 5. Vous savez, un pour tous, tous pour un des mousquetaires. C'est-à-dire que si un pays européen est attaqué, tous les autres membres de l'OTAN viennent à son secours, dont les Américains. Donc déjà, l'OTAN, de par son élection, est déjà affaiblie. Il y a le plan commercial, où il nous annonce une véritable guerre commerciale très dure, avec des tarifs de droits de douane qui pourraient déclencher une récession, qui pourraient vraiment nous impacter de manière très difficile, parce que l'Europe n'est pas
en rang serré là-dessus. Je veux dire, l'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts que la France, qui n'a pas les mêmes intérêts que le Danemark. Et puis, il y a la question du populisme et de la radicalisation. Et c'est vrai que la campagne de Trump, il l'a gagnée. Donc, ces méthodes de campagne, même si je crois qu'en Europe, son degré de grossièreté ne passerait pas, mais la brutalité de sa campagne, le goût de l'homme fort qui s'impose même aux États-Unis, la plus vieille démocratie du monde moderne, je pense que ça va donner des ailes à bien des partis qui, sans être identiques, peuvent se sentir proches d'un populisme à la Trump. Alors, je vous propose maintenant de passer aux questions des internautes. La toute première, donc, je la lis. Ce positionnement initial des émigrants quittant l'Europe pour les États-Unis, loin des guerres et en opposition à l'Europe, peut-il éclairer le positionnement actuel des États-Unis, bien loin d'aider l'Europe véritablement? Je veux bien dire un mot là-dessus, parce qu'en fait, au fond, cette volonté de s'éloigner de l'Europe, c'est ce qu'on a appelé l'isolationnisme. Oui. Et c'est quelque chose qui est très très fort dans la psyché américaine. Les Américains, à toutes les époques, je vous parle des citoyens, n'ont pas de vocation impérialiste. C'est pas autrefois l'Empire britannique, l'Empire anglais des Indes, etc. Vous aviez des diplomates, des fonctionnaires, des entreprises, des commerçants qui vivaient toute leur vie à l'extérieur de la Grande-Bretagne. C'était des impérialistes avec un projet impérial. Les Américains, ils n'ont jamais fait ça. Les diplomates ne sont pas diplomates de carrière, ils sont diplomates quelques années. Et puis ils rentrent. Les chefs d'entreprise, ils dirigent des succursales de par le monde, et puis ils rentrent. Le projet américain, ça a quand même toujours été de vivre aux États-Unis. Et ce dont on parlait au début, les guerres européennes, etc., les ont amenés évidemment à intervenir partout dans le monde, mais ce n'est pas leur vocation. Et au fond, l'isolationnisme est devenu quelque chose de fantasmé. Ça n'existe plus depuis le 19e siècle. Ce n'est pas une position tenable, parce que ça voudrait dire que les États-Unis sont un continent île, prospère, paisible, pendant que le reste du monde peut s'entretuer. Ce n'est pas notre problème. Or, s'ils ont été entraînés dans les guerres européennes, c'est parce qu'il faut, au moins pour la prospérité, la sécurité sur les mers, maintenant la sécurité dans les airs, maintenant la cybersécurité. Il faut des alliés, et ça n'est plus qu'un fantasme, l'isolationnisme. Mais Donald Trump en incarne le dernier avatar. Son America First à lui, c'était quand même aussi le slogan des ligues pro-nazies américaines dans les années 30, hein, America First, donc ça fait un peu froid dans le dos. Mais en réalité, c'est ce qu'il veut, ne plus s'occuper du reste du monde, que le reste du monde file doux et ne l'embête pas, ça restera un fantasme. Quelle est l'influence des très grandes compagnies comme Bank of America, Exxon, Meta, Google, Apple, Asta à la Maison-Blanche? Énorme. On est dans un monde de la finance. De toute façon, depuis 2010, la Cour suprême, dans son immense non-sagesse, a décidé que les entreprises avaient droit au free speech, à la liberté d'expression, comme les citoyens. Ce qui fait qu'avec un petit peu de bidouillage juridique et comptable, les grandes entreprises, les grands lobbies financent à mort, inondent d'argent les candidats et leur campagne. Et pas que les républicains, c'est vraiment des deux côtés. Et évidemment, c'est pas pour rien. C'est déjà pour... Généralement, ils financent d'ailleurs des deux côtés, mais de manière inégale, parce qu'ils ont quand même des préférences. Mais au cas où l'autre camp gagnerait, il faut quand même garder accès au président et à ses équipes. Par contre, les intérêts de ces énormes sociétés ne sont pas toujours forcément celles qu'indique le président. Et je vous donne un exemple. Les grands pétroliers qui ont financé la campagne de Trump par des flots d'argent ne le suivent pas
certains l'ont dit très clairement, dans la volonté de Donald Trump de défaire les mesures de Joe Biden, le Inflation Reduction Act, qui comprend beaucoup d'investissements publics, notamment pour soutenir les recherches dans les hautes technologies, dans la création des énergies renouvelables, etc. Parce que les pétroliers, qui sont des commerçants, ils visent la prochaine étape. Ils investissent beaucoup dans le futur. Mais les industries du futur, elles ont besoin quand même d'être encore soutenues par l'État quelques années. Donc, ce que je cherche à dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer que les intérêts de ces grandes entreprises, de ces grands fonds financiers, etc., qui roulent pour leurs actionnaires et avoir plus d'argent, sont toujours alignés avec le pouvoir à la Maison-Blanche. Mais par contre, ils ont des moyens de pression assez forts. Ne pensez-vous pas que la préoccupation première pour les Américains se situe davantage en mer de Chine, avec l'ogre de Pékin qui veut absolument prendre possession de Taïwan? Oui, c'est en tout cas, c'est vraiment, c'est ce qu'on entendait d'ailleurs pendant la campagne. Bien sûr que ça a toujours été, et a fortiori ces dernières années, la préoccupation première en politique étrangère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Donald Trump, et pas simplement lui aussi d'ailleurs, hein, les présidents précédents, veulent se dégager des autres conflits, ou en tout cas de l'Ukraine par exemple, ou même du Proche-Orient, pour pouvoir se consacrer à un regard plus attentif en Chine, parce qu'ils considèrent qu'effectivement, c'est pas tellement la question de Taïwan, c'est pas tellement une question morale. Malgré tout, il y a quand même Taïwan est un symbole. Donc, les démocraties ont envie de protéger Taïwan, ne serait-ce que pour ça, mais surtout parce qu'il y a des intérêts absolument stratégiques. D'abord, stratégiques extrêmement importants en mer de Chine et dans toute la région. Et économique, parce que le commerce international passe par là, et une mainmise de la Chine sur la région pourrait être catastrophique pour le commerce, et encore une fois aussi pour la géopolitique, et notamment des pays comme les Philippines, l'Australie, la Corée du Sud sont extrêmement inquiets et ont absolument besoin d'un soutien américain et évidemment européen. Donc oui, c'est la préoccupation principale, sachant aussi qu'après il y a tout le volet économique, donc d'où le protectionnisme dirigé avant tout contre la Chine que veut mettre en place Donald Trump, et comme le disait Nicole, avec des répercussions sur tout le monde, à commencer par les Européens et les Français, et même les Américains. Parce que tu le disais aussi, si vous augmentez les prix les droits de douane sur certains produits américains, en général, c'est répercuté par les sociétés américaines, c'est répercuté sur le consommateur. Ce sont les consommateurs qui payent les droits de douane. C'est les consommateurs qui, en fait, payent les droits de douane. Avant que ça se transfère sur des produits similaires américains, c'est pas si simple. Tous les produits ne sont pas substituables aux États-Unis. Donc ça peut augmenter l'inflation aux États-Unis, ce protectionnisme. Donc c'est quelque chose, et beaucoup d'économistes vous le disent, voilà, attention, c'est les mesures de Trump, il prétend aider les Américains, mais ça va aggraver leur pouvoir d'achat. Autre question, à propos des documents classifiés conservés pour chaque mandat. Vous avez clairement indiqué que Donald Trump a emporté ceux relatifs à son mandat. Puisqu'il ne sera probablement pas poursuivi par les organes officiels, un recours international de type Cour internationale de justice ne pourrait-il pas être mis en œuvre? Alors, il n'a pas tout embarqué, mais il en a rendu. En fait, quand un président quitte la Maison-Blanche, normalement de manière pacifique, les archives nationales sont là, travaillent beaucoup avec le président, avec ses équipes, même en amont, pour justement tout bien ranger dans les bonnes cases, entre les choses très, très, très secrètes, un peu secrètes, moins secrètes, et directement accessibles. Et c'est d'ailleurs comme ça que les archives nationales se sont aperçues
qu'il manquait des boîtes et que Donald Trump était donc parti avec. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on lui a fait un procès. Hein. Les archives nationales ont pris contact avec le président et ses équipes et ont dit il manque ça et ça et ça et ça. Et Trump a dit non, c'est à moi et je le rendrai pas. C'était là aussi pas de secret. Hein. Il a non pas tellement par goût du secret que par possessivité et goût du pouvoir. Il y avait par exemple des lettres que lui avait écrites Kim Jong-un, donc le président de la Corée du Nord. Donc, c'était écrit « Cher président Trump », en coréen, certes, mais traduit. et Trump disait « Ça, c'est à moi oui, ». Or non, ça n'est pas à lui. Et des tas de choses du même ordre. Et donc, les archives ont réclamé, re-réclamé, le FBI a réclamé, et il n'a rien voulu savoir. Et finalement, un beau jour, le FBI est arrivé à 6 heures, certes à 6 heures du matin, mais ils n'ont pas cassé la porte. Hein. Ils ont prévenu, on viendra à tel jour, à telle heure. Et ils ont retrouvé des cartons dans des salles de bain, enfin dans des situations complètement rocambolesques. Donc Donald Trump a fini par les rendre, et il y avait effectivement un procès en cours pour rétention de documents classifiés, avec des implications sur la sécurité nationale. Je peux vous dire que ce procès n'aura jamais lieu. Et aucune juridiction, ni américaine, ni internationale, comme la question, il est à l'abri de tout. Je termine là-dessus. C'est inimaginable, j'espère qu'en Europe ça restera inimaginable, qu'un homme qui a refusé de quitter le pouvoir alors qu'il avait perdu les élections et qui a fomenté un coup d'État, qui certes a raté, puisse être candidat, puis élu. Pour moi, c'est quelque chose qui m'effondre, mais il est à l'abri, juridiquement, il est à l'abri de tout, il n'arrivera jamais à rien. Même après la fin de ce second mandat ? Il aura 82 ans, et il aura fait en sorte, il a la Cour suprême derrière lui, qui a rendu un arrêt disant qu'en gros, l'immunité présidentielle, elle en a élargi le périmètre d'une manière incroyable. Non, vraiment, il est au-dessus des lois. Ne pensez-vous pas... non, pardon, je lis une question que j'ai déjà lue. Compte tenu de la forte polarisation de la société, que l'on retrouve aussi dans la géographie politique du pays, une partition des États-Unis est-elle possible à terme ? Voilà, oula, la question. La guerre de sécession. On a essayé. Hein. Oui, il y a guerre civile. Il y a un film d'ailleurs récent qui a mis ça en scène avec les pays qui se divisent. Il y a d'abord une différence importante avec la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'était quand même autre chose. Il y avait des États du Sud qui avaient un mode de fonctionnement très différent des États du Nord. Les États du Nord, c'était plutôt industriel. Les États du Sud, c'était essentiellement le coton et basé sur l'esclavage. Donc, les États du Sud voulaient garder l'esclavage. Les États du Nord voulaient fonctionner autrement. Et puis, il y a eu cette bataille pour les États, justement, les États de l'Ouest, qui se constituaient. Il y avait des territoires qui étaient de plus en plus peuplés et qui allaient se constituer en État. Qu'allait-il devenir ? Esclavagiste, un régime. Donc il y avait vraiment une scission fondamentale sur la nature de la société américaine à l'époque. Là aujourd'hui, d'abord sur le plan géographique, moi je dis toujours, si vous regardez la carte des États-Unis, il y a des États rouges et des États bleus. Mais c'est une illusion totale. Rapprochez-vous de la carte et vous verrez les pixels. Et dans les États bleus, il y a plein de pixels rouges. Et dans les États rouges, il y a plein de pixels bleus. En fait, c'est totalement imbriqué. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a 50%, grosso modo, de moitié-moitié dans chaque État, même dans chaque canton, enfin dans certains cantons. Donc la société est très imbriquée. Quelquefois, on dit même que ça passait par les familles. Il y avait des républicains qui ne pouvaient plus se parler dans les familles à ceux qui votaient démocrates. Donc, géographiquement, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Ouais. Alors moi, je pense en revanche que c'est vrai qu'il y a une division profonde de deux Amériques qui ne recouvrent pas la totalité de l'Amérique. Mais il y a quand même deux Amériques, disons, plus aux extrêmes, qui ont des valeurs assez opposées. Il y a une Amérique, celle de Trump, qui
nostalgique d'une Amérique d'avant, une Amérique en noir et blanc où la femme était à la maison, le père régnait sur la famille. Avec son fusil et son cheval ou sa voiture. Et les valeurs familiales, les valeurs religieuses étaient bien assurées et on ne transigeait pas sur cela. D'ailleurs, on l'a vu, hein, beaucoup d'évangéliques, par exemple, votent Trump en écrasante majorité parce qu'il préserve des valeurs familiales, ce qui passe par l'interdiction pour les femmes de disposer de leur corps, notamment pour l'avortement. Et puis il y a une autre Amérique, plutôt aussi un peu de l'autre côté, qui est plus dans le rêve américain, c'est-à-dire dans la diversité. L'Amérique va changer, la majorité sera plus blanche, et qui va même, alors là on arrive dans les franges du wokisme, c'est-à-dire la diversité est ce qui compte et les Blancs sont des colonisateurs et donc il y a ces deux discours qui sont là pour le coup extrêmement opposés. Mais je pense quand même qu'au milieu de ça, il y a une Amérique qui est beaucoup plus complexe, quoi. Vous êtes une femme républicaine en Floride, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Il y avait un référendum sur l'avortement. Vous votez pour annuler la restriction en Floride qui était extrêmement stricte pour l'avortement. Mais dans la page suivante, vous pouvez voter Trump. Donc c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est extrêmement difficile. Et c'est d'ailleurs, j'en termine par là, c'est sans doute un des échecs aussi de la campagne démocrate qui a voulu découper la société en toutes petites cases. En allant chercher des échantillons très 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 précis, en posant des mesures très précises, en fait, qui ne correspondent pas à la réalité, à la complexité. Ils auraient mieux fait de s'interroger à donner une vision un peu plus globale, à proposer une vision un petit peu plus globale qui aurait peut-être séduit davantage des lecteurs. Alors, dernière question, est-ce qu'il est imaginable que Donald Trump puisse être victime d'attentats, de nouvelles tentatives d'attentats? Tous les présidents américains sont très menacés, tous. Jusqu'à Donald Trump, en tout cas, à l'époque récente, le plus menacé était Barack Obama. La Maison-Blanche, les services de sécurité filtraient tous les messages, tous les signaux, c'était colossal. Et d'où la protection extrême, la fameuse bulle dont on parle de sécurité. Donald Trump a échappé à 2 tentatives d'attentat. Il y a 3 personnes qui ont été arrêtées ces derniers jours, téléguidées par l'Iran, qui avait mission d'assassiner Trump ou avant l'élection ou après. Donc, de toute manière, c'est un président qui est menacé. Je ne sais pas s'il l'est plus qu'un autre, mais il n'y a pas un président américain contemporain qui échappe à ça. Et on a eu, au cours de l'histoire, 4 présidents assassinés, plus 2 tentatives, plus des tentatives sur des candidats, et un candidat assassiné qui a été Bobby Kennedy, et 2 tentatives contre Donald Trump. Donc oui, c'est un président qui est menacé. Je ne sais pas s'il l'est plus qu'un autre. Mais très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou quelque chose qu'on n'aurait pas Non, je pense qu'on a devant nous une période totalement nouvelle et ouverte. Et on a déjà eu un feuilleton hallucinant de cette campagne. Souvenez-vous, un changement de président, 2 tentatives d'assassinat, des procès repoussés, enfin des péripéties sans arrêt. Là, on voit Donald Trump qui, tous les jours, même toutes les heures, est en train de nommer, en tout cas de désigner, parce qu'il ne peut pas encore les nommer, ils ne sont pas présidents. Il n'est pas encore président, mais il faut rappeler d'ailleurs qu'il sera président que le 20 janvier. Hein. Pour l'instant, c'est une... Faut que quelqu'un lui rappelle, à mon avis. Et donc, là, il nomme autour de lui des gens qui sont très, très proches de lui, très durs, très, très durs, vraiment des Trumpistes à fond, et que donc, on va s'attendre à quelque chose de totalement nouveau avec ce mandat. Et puis voilà, on verra bien, et on verra aussi comment ça
comment ça influence nos vies à tous. D'abord les deux guerres, enfin, il y a les deux grands conflits en cours, en Ukraine et au Proche-Orient, et comment ça influence aussi nos vies quotidiennes à nous, et peut-être influence une manière de faire de la politique. On n'est pas non plus, nous, à l'abri d'un parti populiste qui, d'un seul coup, grignote sur les acquis de la démocratie. La démocratie, on se rend compte que c'est quelque chose qui est jamais acquis, et c'est un chantier qui est toujours remis, qu'il faut toujours reprendre, et on vit dans une période extrêmement critique sur ce plan-là, je pense. Bon. Peut-être, mais je vais juste rajouter un mot moins pessimiste. Voilà. Pardon. Non, mais pour vous remercier de nous avoir reçus. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Vous féliciter pour tout le travail d'iconographie que vous avez fait, parce que vous le disiez au début, mais vraiment les illustrations sont magnifiques, extrêmement riches, rares la plupart du temps, et voilà, ça a beaucoup enrichi notre texte. Donc, merci à vous. Voilà, on est parti d'un beau travail. Donc, oui, je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Donc, voilà, le hors-série qui est actuellement en vente. En tout cas, encore merci infiniment pour votre présence à tous les deux, Nicole Bacharan et Dominique Simonet. Et puis, au les cœurs. Au les cœurs.